Bon, j'avais parlé de l'anthropométrie et j'avais dit qu'on ne peut pas parler d'anthropométrie sans parler d'ergonomie. Je vais faire les dernières vidéos en concernant cette discipline et je vais finir avec l'ergonomie. Je vais m'attaquer aux principes fondamentaux de l'ergonomie qui comprend l'interaction entre l'homme et l'environnement de travail. D'abord, le terme ergonomie provient de ergo qui signifie travail et nomos qui signifie loi. Donc, ce qui reflète sa nature multidisciplinaire. L'ergonomie traite de l'évaluation de l'interaction entre l'homme et son environnement de travail. C'est une science qui étudie le travail et les personnes qui le font, les outils qu'ils utilisent, ainsi que les aspects psychosociaux spécifiques à des situations de travail. Et l'ergonomie examine le comportement humain pendant les activités du point de vue physiologique, psychologique et social. Passons maintenant au principe anthropométrique. Disons qu'il est nécessaire de prendre en compte les dimensions des utilisateurs potentiels et de connaître plusieurs choses. Connaître les caractéristiques anthropométriques de la population, c'est pourquoi je parle d'anthropométrie. Évaluer comment ces caractéristiques peuvent influencer la conception. Comprendre les critères qui définissent la rencontre effective entre le produit et l'utilisateur. Donc, il est également essentiel d'utiliser les tables dimensionnelles appropriées pour les populations qui utilisera les structures programmées ou conçues. Donc, vous allez voir que dans un vestiaire, dans les amphis et tout, on ne conçoit pas les fauteuils de façon hasardeuse, non. On conçoit en fonction de la moyenne anthropométrique de la population qui va utiliser ce matériel. Sinon, il y aura un stress neuromusculaire qui sera permanent, dû aux mauvaises dimensions de l'outil qui a été conçu. La posture et le mouvement sont conditionnés par la tâche et la position par rapport à laquelle activité se déroule à cet endroit. Donc, les activités sont complexes et comprennent une série d'opérations élémentaires qui donnent lieu à un mouvement complexe qui implique les muscles, comme j'ai dit, les ligaments et les articulations. Donc, les postures et les mouvements incorrects peuvent entraîner des contraintes mécaniques locales. C'est ce que je viens de dire. Ça va entraîner des stress au niveau de la chaîne musculo-squelettique. Une fois qu'on a parlé de la posture du mouvement, on va parler aussi de l'amplitude des mouvements articulaires. L'amplitude des mouvements articulaires peut être évaluée directement à l'aide d'un goniomètre ou indirectement à l'aide des radiographies. Donc, ça varie selon l'articulation, comme j'ai dit, l'âge, le sexe, la composition corporelle et d'autres facteurs. Donc, en conclusion, il faut dire que l'ergonomie est une discipline essentielle pour concevoir des environnements de travail et des produits adaptés à l'homme, tenant compte de ses capacités physiologiques, psychologiques, pour favoriser le bien-être et la performance au travail. Parlons maintenant de l'effet de la posture et de la position des segments corporels sur la force de l'opérateur en position assise. Parce que ça dépend de trois principaux. Premièrement, de la position relative des segments à partir desquels l'effort est exercé. Deuxièmement, on peut également observer que la nature de l'effort exercé par le poignet influence nettement la force maximale. Enfin, la posture adoptée. Il faut dire que la force maximale varie ensuite en fonction du degré de flexion ou d'adduction horizontale de l'épaule et selon que la main est en pronation ou en supination. Pronation c'est ça, supination c'est ça. Adduction, adduction c'est proche du corps. Abduction c'est loin du corps en fait. Ce sont les terminologies qui sont spécifiques à la théorie et la méthodologie du mouvement. Disons maintenant que l'importance de la position relative des segments concerne donc toutes les articulations du membre qui est concerné. L'intensité de l'effort dépend donc à condition égale de la posture. Ça c'est pour un opérateur qui est assis. L'opérateur quand il est debout, disons que la valeur de la force maximale dépend des mêmes trois facteurs. L'étude physiologique des mouvements et la posture peuvent être abordées sous différents angles. Leur efficacité, leur coût en termes énergétiques, parce qu'en ce qui concerne l'efficacité, il faut dire que la conformité de l'exécution par rapport à la tâche est préétablie. Rappelons que pour l'étude des coopérations musculaires, la technique électromyographique semble être la meilleure parce qu'elle permet d'apprécier la complexité d'un mouvement ou d'une posture et démontre la diversité des plans de la coopération musculaire. Par contre, ça a des limites parce que cette technique ne permet pas de mesurer le coût global de l'activité étudiée et
peut être appliqué uniquement à l'activité des muscles les plus superficiels. Néanmoins, il faut dire que ces résultats sont particulièrement intéressants. Parlons maintenant des postures principales. Il y en a généralement 3. La posture debout, la posture assise, la posture couchée sur le dos. Alors, en ce qui concerne la posture debout, il faut dire que ça représente l'attitude caractéristique de l'espèce humaine. Et c'est défini par la position relative des segments corporels dont les axes se retrouvent approximativement sur le même plan vertical, à l'exception des pieds sur lesquels repose l'appui. Les 3 courbures vertébrales. C'est la courbure cervicale, la courbure dorsale, la courbure lombaire. La posture debout confortable se caractérise par quoi? Les pieds écartés d'un angle d'environ 30 degrés vers l'extérieur. Les talons distants de 20 cm. Les membres sont détendus, le poids est réparti sur les 2 pieds, le regard est à l'infini, les muscles sont détendus. Les caractéristiques de la posture debout confortable. La position assise naturelle. Disons que les avant-bras sont pendus le long du corps ou appuyés sur les cuisses. Et cette position est définie par les caractéristiques du siège qui doit être dépourvu de dos. Les caractéristiques du siège. Le siège doit être horizontal. Et le siège a une profondeur n'excédant pas le tiers de la longueur de la cuisse. Sa hauteur est ajustée de manière à ce que la cuisse soit horizontale et forme un angle droit de 90 degrés avec la jambe et que la plante du pied repose à plat sur le sol. La position assise est caractérisée par la présence d'un support, le siège. Et il faut dire que la position de la ligne de gravité varie en fonction de la posture adoptée et de la hauteur du siège. Si on veut passer maintenant dans l'analyse de la posture, il faut dire que l'activité musculaire d'autant plus faible que l'équilibre est maintenu par les facteurs passifs. C'est le premier point. Le deuxième point d'analyse, c'est que la durée, la rigidité et la symétrie de la posture peuvent entraîner des troubles. Et le troisième point, c'est la sensation de confort. Le quatrième point, c'est la posture du travail dépend des tâches effectuées. Il faut rappeler qu'il n'existe pas de siège idéal. Un siège conçu pour une activité n'est nécessairement pas adapté pour une autre activité. Un siège réglé pour un individu n'est nécessairement pas adapté pour un autre individu. Un siège ne peut pas être utilisé pendant des périodes trop longues. La contraction prolongée des muscles, comme c'est le cas dans le travail statique, entraîne rapidement la fatigue et la lassitude. Donc, les positions anti-ergonomiques, telles que la position debout ou par exemple, une hauteur de plan de travail trop élevée ou trop basse implique un travail excessif. Et cela ne se produit pas avec le travail musculaire dynamique qui permet une alternance continue entre les contractions et le relâchement musculaire. Disons que la hauteur du plan de travail dépend de la tâche qui a été préétablie pour ce travail. Et la chaise est l'un des facteurs déterminants pour maintenir une posture correcte. La position des mains et les points focaux est importante pour la posture de la tête, du tronc et des bras. Maintenant, disons que pour finir, pour le travail non manuel, c'est-à-dire la lecture, l'inclinaison vers l'avant de la tête et du tronc peut être réduite en utilisant une surface d'appui inclinée à 45 degrés. Donc, si vous voulez pratiquer la lecture, si ce n'est pas une tâche manuelle, il est nécessaire d'avoir une surface d'appui qui est inclinée à 45 degrés. Pour le travail manuel, qui nécessite une vision précise et prolongée, un espace nécessaire pour les jambes dans le travail assis, un espace minimal nécessaire pour les pieds et les jambes dans le travail debout, ainsi que l'espace et les dimensions nécessaires dans le travail alterné assis-debout. Parlons maintenant des positions forcées. Il faut dire que les positions forcées sont à l'origine des troubles physiques et des problèmes de santé tels que les positions debout ou assises en continu, l'inclinaison du buste en avant, les positions de travail et avec les bras levés et la rotation latérale de la tête. En ce qui comprend les manipulations des charges, pour finir la vidéo, disons que les manipulations des charges peuvent avoir des conséquences graves sur la santé telles que des troubles de disques intervertébraux, l'entour de la colonne vertébrale, les troubles circulatoires et même des hernies abdominales. Donc, les ajustements de construction doivent permettre d'effectuer la manipulation dans une position corporelle favorable avec peu d'efforts.